Voilà, il est 17 heures. Bonjour à toutes et à tous, plus officiellement pour tous ceux qui nous ont déjà rejoints précédemment. Je vais me présenter très brièvement. Je m'appelle Bertrand Chavanel, je suis chef de marché pour Manutan Collectivité. Et on a vraiment le plaisir, je vais laisser le temps bien sûr à nos interlocuteurs, experts de se présenter, mais je dirais que collectivement, on a vraiment le plaisir de vous recevoir pour ce nouveau webinaire consacré à tout ce qui concerne finalement le grand âge et les résidences grand âge, hein, EHPAD ou autre forme, avec une thématique particulière autour de la psychomotricité, de l'ergothérapie et des lieux de vie. Voilà. Alors, je précise à toute fin utile, pour toutes les personnes qui se poseraient la question, que d'une part, le webinaire est enregistré, que donc vous aurez accès sur la chaîne YouTube de Manutan Collectivité et peut-être celle de nos partenaires, on n'en a pas discuté en amont au niveau de l'ANFE ou de la Fédération française de psychomotricité, des psychomotriciens, pardon. En tout cas, le webinaire sera revisionnable et on vous transmettra également dans les remerciements l'accès au support en tant que tel. Voilà. Alors, point important, j'ai Audrey, ma collègue, qui est en ligne également, qui va être un petit peu notre gardienne concernant les questions. Vous avez un mode de chat dans Microsoft Teams qui vous permet de vous exprimer. On ne vous laisse ni les micros ni les caméras pour des raisons de nombre de personnes. Vous devriez être aux alentours d'une cinquantaine, soixantaine aujourd'hui. Donc voilà, ça serait un peu compliqué si on devait laisser la parole à chacun ou à chacune. Donc on vous demande s'il vous plaît de le faire par l'intermédiaire du chat, sachant qu'on va intervenir, mais vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. On va détailler ça dans le fil de l'intervention. Alors, Manutan Collectivité, juste quelques mots. On se consacre en tant que distributeur auprès des collectivités à 3 domaines d'activité qui sont d'un côté l'éducation, dans un deuxième temps tout ce qui est lié aux collectivités pour leurs besoins propres et un troisième temps qui nous concerne plus spécialement aujourd'hui, qui est celui du médico-social au sens large, quelle qu'en soit sa forme. On a pour habitude d'essayer de se donner je dirais des directions, des orientations. Et vous le voyez, concernant la partie scolaire, on est plutôt sur les nouvelles formes d'apprentissage, sur tout ce qui est citoyen, collectivité, c'est le côté bien vivre ensemble au sens large. Et nous allons y rentrer. Pour le médico-social, c'est plutôt l'autonomie et la protection des personnes qui nous engagent et sur lesquelles nous faisons en sorte de trouver des solutions. Au global, Manutan Collectivité est présent à travers un groupe qui s'appelle Manutan International dans plusieurs pays et avec pas mal de personnes derrière, telles que vous pouvez le lire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous, alors, on va commencer par celle qui est peut-être la plus en difficulté, Laurence Score. Bonjour Laurence, j'espère que vous m'entendez. Oui, bonjour Alors, Bertrand, bonjour à tous. Alors, je précise, hein, Laurence a quelques soucis d'ordinateur et ne peut pas se connecter par voie standard, on va dire. Donc, elle est au téléphone. Alors, on ne va pas vous expliquer tout le périple, mais elle est au téléphone et elle nous entend et elle peut intervenir. Et c'est un petit peu compliqué pour elle. Peut-être, Laurence, vous pouvez quand même vous présenter en quelques mots pour que tout le monde vous connaisse. Oui, bonjour. Donc, je suis ergothérapeute et j'exerce en EHPAD, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et donc, aussi au domicile avec des personnes âgées, avec des conseils en aménagement de domicile pour ces gens-là, pour qu'ils puissent être bien chez eux, bien avec leur famille et bien avec leurs aidants. Voilà. Très bien, merci beaucoup Laurence. Et on est avec vous, même si vous ne nous voyez pas, pardon. Madame Merci. Carillon, Oui, donc bonjour bonjour. à tous. Donc moi je suis Barbara Carillon. Je suis responsable du pôle innovation d'un groupe associatif qui gère 129 établissements, donc 45 EHPAD, 80 résidences autonomie, résidences services et un groupe qui a également donc une filiale à domicile, Arpaviadom.
Je suis psychomotricienne de formation, j'ai exercé 10 ans en EHPAD. J'ai également été référente d'un pôle activité de soins adaptés spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui ont des maladies neuroévolutives. Et j'enseigne également donc, à l'ISRP, qui est l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice, donc en formation continue pour les assistants de soins en gérontologie et également pour les étudiants en Master 2. Voilà. Merci beaucoup de cette présentation, Barbara, et ravi de vous accueillir également. Nicolas Rénal. Bonjour, De Nicolas ce soir. merci pour l'invitation. Donc Nicolas Rénal, je suis psychomotricien DE. Je suis ici au titre de ma fonction de secrétaire général de la Fédération française des psychomotriciens, donc des missions qui m'amènent à me pencher sur de nombreux dossiers de santé publique, et donc effectivement la question du vieillissement nous concerne. Et puis pour pas prendre trop de temps, de dire simplement que j'ai le plaisir de co-animer avec mon homologue Nicolas Billard un groupe de travail qui aborde les questions de complémentarité entre nos deux professions auprès des personnes âgées. Bien, Nicolas Biard, c'est à vous. Deuxième Nicolas, merci. Oui, merci. Nicolas Biard, je suis ergothérapeute, directeur technique de l'ANFE, pas l'ANFE, mais l'ANFE, l'Association nationale française des ergothérapeutes. Et voilà, j'ai à peu près les mêmes missions qu'a présenté Nicolas Rénal, donc côté ergothérapeute. Et je suis également chercheur associé au sein du laboratoire AirFan de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Très bien, merci beaucoup de ces éléments de présentation. En tout cas, ravi à tous les quatre de vous compter comme experts et témoins de ce que nous allons évoquer. Je tiens à préciser donc qu'une nouvelle fois, vous avez la parole. Il est très important que vous posiez vos questions plutôt au fil de l'eau, même si on n'y répond pas immédiatement dans le feu de la présentation, mais on a grosso modo 2 temps d'intervention. Le premier temps va porter sur le côté locaux en termes d'aménagement et la façon dont on va pouvoir. J'espère que vous voyez toujours mon écran en termes de présentation, j'en suis plus sûr. Excusez-moi, je crois qu'il y a encore. Là, on ne le voit pas, Bertrand. On ne voit pas ton écran. Voilà, ça doit être meilleur sous cette forme. C'est bon, c'est bon. Donc, on a un premier temps, excusez-moi, sur l'aménagement des locaux à destination non seulement des résidents, mais également des professionnels. Hein. L'un des soucis que l'on a identifié, c'est qu'il fallait effectivement, alors je ne sais pas dans quel ordre il faut le prendre, parce que le sujet de l'aménagement des espaces ou des établissements pour les personnes grand âge est souvent engagé plus d'un point de vue médical. Aujourd'hui, il y a une tendance à regarder ce qui se passe de manière plus forte au niveau des résidents. Pour nous, il y a un équilibre à respecter. Le deuxième aspect, ça sera justement comment transformer ces espaces et amener un certain nombre de regards autour d'équipements, mais plutôt d'ergonomie générale ou d'agencement sur lesquels nous pouvons vous apporter un certain nombre d'éclairages. Alors, je vais tout de suite laisser la parole, je crois que c'est vous, Nicolas, qui commencez pour peut-être nous dire en quelques mots en quoi consiste la psychomotricité. Mais avant cela, je vous propose de regarder une toute petite vidéo sur laquelle j'espère qu'on aura... Alors, je ne sais pas si on va avoir du son. Est-ce que vous entendez? Pas de son. Pas de son. Alors, je vais tout simplement faire un petit commentaire visuel. L'idée de cette introduction vidéo, c'est d'imaginer un espace EHPAD qui soit très très ouvert. On a essayé de figurer un lieu de vie plutôt que véritablement un lieu de soins dans un premier regard, hein, ne nous en veuillez pas, avec un espace accueil par exemple, vraiment étudié pour que les familles et les proches des résidents puissent venir de manière plus naturelle, plus engageante dans les établissements. Figurer si possible aussi des espaces de vie au niveau de la chambre des résidents, et puis un certain nombre d'espaces de partage, d'ateliers, soit en mode, je dirais, formation ou partage de temps bien précis, vous voyez, sous différentes formules. On a en tout cas mis en avant la notion de convivialité. Et puis, à destination des équipes des établissements, l'idée, c'est aussi de favoriser un bien-être
pour que tout un chacun soit tout simplement en mesure d'exercer son métier dans les meilleures conditions. Et donc, vous voyez que l'idée, c'est de vous proposer d'aménager des espaces de manière suffisamment agréable pour que chacun, encore une fois, puisse se ressourcer, quel que soit le temps ou l'organisation de l'établissement. Alors, tout ceci se situe à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur des bâtiments. On a régulièrement été sollicité sur des notions d'aménagement extérieur, jardin notamment, mais il y a aussi des aspects de travaux de motricité, d'activités un petit peu plus culturelles ou en relation avec la nature. Donc, toutes ces notions de parcours et autres, je pense que vous les connaissez. Ce qui nous semble intéressant, c'est de vous proposer, encore une fois, à travers cette petite introduction vidéo, une dimension de synthèse. Voilà. Ce qui est important, c'est que vous avez actuellement un certain nombre de possibilités qui sont évoquées à travers le Ségur de la santé, en termes de financement, en termes de révision des établissements. L'idée, c'est de vous aider, de vous apporter à la fois peut-être certaines sources d'inspiration, de réflexion, et en même temps des solutions, si possible, techniques adéquates. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de la petite vidéo introductive, en espérant qu'elle amène bien le sujet tel qu'on peut souhaiter le porter collectivement. Voilà. Je pense que c'est à vous, Barbara, peut-être, de Voilà, commencer. c'est moi qui vais prendre la J'avais parole. annoncé monsieur. Du coup, donc c'est intéressant parce qu'on a le résultat finalement qui nous a été présenté par Bertrand Chavanel. Mais pour arriver à ce résultat, c'est important qu'on s'inscrive dans une démarche de réflexion et on souhaitait donc un peu échanger sur le sujet ensemble, justement, sur quels éléments on doit prendre en considération pour proposer le projet le plus adapté aux usagers. Alors, déjà, quand on parle d'EHPAD, on parle évidemment donc de lieu de vie de la personne âgée, mais il faut prendre en considération la notion de nouveauté. Parce que ça va être un nouveau lieu de vie que la personne va intégrer en quittant son domicile. Et ça, c'est vraiment important qu'on le prenne en considération dans notre démarche de réflexion en termes d'aménagement, en termes d'habitat. Alors, si on se focalise sur la personne âgée, il y a 3 niveaux d'entrée en EHPAD. Pour certains, ça peut être une décision éclairée et choisie, hein, donc il y a une démarche en fait individuelle de quitter son domicile pour différents facteurs. Mais pour la majorité, vous savez tous, hein, ceux qui travaillent en EHPAD, c'est souvent une décision qui est subie suite à un événement, donc suite à une chute, à une hospitalisation, où le retour à domicile est impossible. Et le troisième niveau, c'est que c'est une décision par une tierce personne, donc on va parler plutôt de non-choix, parce qu'on estime que la personne concernée n'a plus les facultés ou les capacités en fait de décider pour elle-même. Donc c'est vraiment important de se dire qu'on va accueillir différents profils de résidents, mais que tous ces profils-là, ils ont un point commun, c'est qu'il faut qu'ils fassent le deuil de leur domicile. Voilà, donc ça c'est important de se dire qu'on va leur proposer un habitat qui sera nouveau pour eux et qui sera différent de leur domicile. On peut passer à la slide suivante. Donc effectivement, il va y avoir des bouleversements et des changements de repères à titre individuel. Les personnes qu'on va accueillir, il va y avoir en fait chez elles un changement au niveau de leurs repères, et ça, il faut qu'on le prenne en compte, à la fois dans l'intégration de ce nouveau lieu de vie, dans l'investissement de ce nouveau lieu de vie et des différents espaces en fait qui construisent, enfin qui justement est le nouveau lieu de vie. Pourquoi un changement de repère? Parce que les spécificités de l'EHPAD qu'on n'a pas à domicile, c'est qu'il y a une articulation entre la collectivité et l'individualité. Donc effectivement, quand on est dans un EHPAD, il faut intégrer des espaces collectifs qu'on ne retrouve pas, qu'on n'a pas au domicile.
Donc, la personne qui rentre dans un EHPAD doit intégrer, qu'elle va intégrer un lieu de vie partagé avec d'autres personnes qu'elle ne connaît pas forcément, mais elle va aussi devoir intégrer que le lieu dans lequel elle habite est aussi un lieu de travail pour des professionnels qui vont l'accompagner dans son quotidien. Donc, c'est pour ça que c'est assez complexe en termes d'habitat et de démarche et de s'inscrire dans cette démarche-là. Ensuite, l'investissement des différents espaces et la mobilité, la manière de se mobiliser dans les espaces va être aussi en fonction des capacités préservées de la personne. Donc, une personne relativement autonome va avoir un périmètre d'action peut-être un peu plus important qu'une personne à mobilité réduite, et qu'il est important aussi dans la démarche de réflexion des aménagements de l'habitat de prendre en considération qu'il y a une étroite corrélation entre le périmètre d'action, la mobilité de la personne et ses facultés. Alors, ce n'est pas parce qu'on a une perte d'autonomie motrice qu'on ne peut pas investir tous les espaces en fait de l'EHPAD. Mais au contraire, c'est grâce à une réflexion commune en proposant un aménagement adapté qu'on va pouvoir compenser cette perte d'autonomie ou améliorer aussi justement la mobilité de la personne en lui proposant des aides adaptées. Voilà. Du coup, comment transformer les espaces ? Donc déjà, quand on s'inscrit dans une démarche de réflexion d'aménagement, c'est déjà très bien parce que ce n'est pas forcément une démarche dans laquelle on s'inscrivait il y a plusieurs années. Maintenant, on se rend compte qu'il y a un impact positif des aménagements sur le bien-être des usagers. Mais ce qui est important, c'est de prendre en compte l'écosystème, l'ensemble des utilisateurs en fait qui vont évoluer dans l'EHPAD. Alors, certes, il y a les résidents. Donc ça, c'est les premiers concernés puisque c'est leur lieu de vie. Mais il n'y a pas que les résidents à prendre en considération dans nos démarches de réflexion. Il y a aussi les professionnels qui vont investir l'EHPAD comme leur lieu de travail. Donc c'est important aussi de travailler sur la qualité de vie au travail pour les professionnels, mais aussi pour les familles qui viennent rendre visite à leurs parents. Voilà, donc c'est important de prendre en considération l'ensemble de l'écosystème, le bien-être collectif et le bien-être individuel quand on s'inscrit dans une démarche de réflexion en ce qui concerne l'architecture et l'aménagement. Ensuite, il faut aussi bien prendre en considération les spécificités du bâti, qui sont l'EHPAD. Et il faut bien comprendre les fonctionnalités de ce bâti. Quelle est la fonction de l'EHPAD? Donc, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est un lieu de vie, mais pas que. Il faut aussi prendre en considération que c'est un lieu de soins, et on n'est pas forcément obligé de opposer le soin et la vie. Enfin, on peut proposer un lieu qui à la fois permet aux résidents de se sentir bien chez lui, comme chez soi, mais aussi de pouvoir intégrer du médical, puisqu'il est là aussi pour avoir un accompagnement plus soutenu au quotidien. C'est aussi un lieu de travail, donc ça, c'est à prendre en considération qu'effectivement, il y a des professionnels qui interviennent dans ce lieu de vie, et aussi un lieu de visite et de rencontre. Voilà, donc vous avez des petites illustrations. Donc, comme c'est une démarche qui est assez complexe, comme vous voyez, parce qu'il faut qu'on prenne de nombreux paramètres, en fait, justement dans tout ce qui est aménagement et conception des espaces, c'est important de s'inscrire dans une réflexion collective et d'avoir une vision commune, en fait, aussi bien pour les personnes qui participent à la conception, à la réalisation des plans et à l'aménagement, mais qui ne vont pas forcément être les utilisateurs. Mais c'est important aussi d'intégrer dès le départ les utilisateurs qui vont investir ces espaces-là, parce qu'ils pourront faire des retours sur les besoins, les attentes en fait qu'ils attendent de ces espaces-là. Et donc, c'est important de vraiment s'inscrire dans une réflexion commune. Donc, il y a un certain nombre de questions à se poser tous ensemble dès la conception en fait d'un espace jusqu'à son aménagement. Des questions qui concernent à la fois les utilisateurs. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, quand je veux aménager un espace, quels seront les utilisateurs? Est-ce que ce seront les résidents,
ou un résident, si on parle de sa chambre? Est-ce que ce sera les professionnels et les résidents? Est-ce que ce sera simplement les professionnels, si on parle de l'infirmerie? Ou est-ce que ce sera aussi donc les familles, si on pense au salon? Donc ça, c'est vraiment important de savoir en fait quels seront les utilisateurs de cet espace. Ensuite, quelle sera sa ou ses fonctionnalités? Parce qu'un espace n'a pas qu'une seule fonction, forcément. Au contraire, on peut optimiser un espace en lui donnant plusieurs fonctionnalités. Mais c'est important d'être clair, justement, dans les différentes fonctions, différentes fonctions de cet espace et comment va s'articuler toute l'organisation autour de ces fonctionnalités. Ensuite, c'est important aussi en équipe de se poser la question de quel sera le projet associé, quel sera le fonctionnement de l'activité au quotidien. Voilà, donc cet espace, en fait, il va être utilisé de quelle manière, la fréquence, par qui, combien de temps. Donc ça, c'est aussi important. Et également, on souhaitait aussi intégrer la question de quel type d'entretien sera envisagé, parce que pour que l'espace puisse continuer en fait à être utilisé, l'entretien est important. Donc là, on doit intégrer aussi la notion d'entretien et donc les équipes qui vont participer justement à entretenir cet espace. Et ensuite, il y a des questions concernant le coût. Voilà, quel est le coût prévisionnel? En fait, si on aménage un espace en termes de mobilier, en termes de fonctionnement et d'entretien. Et la dernière question est importante, c'est quel est le retour sur investissement en termes de coût? Parce qu'effectivement, il y a certains choix en termes de mobilier, si on parle de mobilier évolutif, qui sont un petit peu plus onéreux au départ à l'achat, mais leur utilisation va permettre justement de faire des économies sur un certain nombre de domaines, notamment sur peut-être l'autonomie ou au niveau médical ou par rapport avec le résident. Je Voilà, suis donc ça, bien, Barbara, la vision, hein, c'est vraiment d'apporter quand même un peu de recul finalement par rapport à c'est ça. l'activité quotidienne ou par rapport je dirais, à l'aspect très opérationnel, hein, des différents métiers qui s'exercent dans ces établissements, de façon à ce que finalement le bénéfice de tous s'exerce, parce que tout ce que vous décrivez, ça sera autant au bénéfice des résidents que des équipes de l'établissement. Voilà, équipe et famille aussi, voilà, tous les visiteurs. Donc c'est important, voilà, d'intégrer en fait l'écosystème dès le départ dans sa réflexion. Donc, effectivement, quand on s'inscrit dans cette démarche, voilà, de réflexion collective, de connaissance, en fait, du bâti et aussi, d'une meilleure connaissance, en fait, des utilisateurs, voilà, on va tendre vers une bientraitance architecturale. Il y a de nombreux travaux maintenant, hein, qui se font, sur ce sujet-là, qui montrent, en fait, l'impact, justement de l'aménagement, de l'architecture sur le bien-être collectif et le bien-être individuel en EHPAD. Et donc l'architecture et cette réflexion autour de l'habitat a toute sa place maintenant voilà, en France et en gérontologie. Donc la bientraitance architecturale, elle est liée, elle peut être associée à la construction, c'est-à-dire que quand on construit un nouveau bâtiment, donc là on va travailler avec une réflexion en amont, mais aussi sur l'extension, quand on est amené peut-être à étendre en fait du bâti en créant donc un pôle d'activité de soins adaptés ou un accueil de jour ou une annexe en fait au bâtiment. Mais c'est aussi associé à la rénovation, c'est-à-dire qu'on peut faire de la bientraitance architecturale sur l'existant, sur les espaces qui sont déjà en fait en fonction et de pouvoir peut-être les faire évoluer avec une autre perception, une autre fonctionnalité que l'on a actuellement. Donc quand on parle de bientraitance architecturale, j'ai repris en fait cet écosystème, c'est se dire en fait la manière dont on va aménager l'espace, il faut qu'il y ait un impact positif à la fois pour les résidents, les familles et les professionnels, en fait l'ensemble des utilisateurs. Quand on parle de bientraitance architecturale, ça veut dire c'est avoir une organisation spatiale du bâti cohérente. Voilà, c'est-à-dire c'est bien délimiter les espaces, bien comprendre en fait à quoi servent les espaces qu'on va aménager et pour qui. Donc se poser toujours ces questions-là dès qu'on est dans une démarche d'aménagement, de rénovation, d'extension ou de construction. Voilà. Donc,
Bientraitance architecturale, on peut aller beaucoup plus loin aussi avec cette notion-là, avec cette synergie entre fonctionnalité et esthétisme. Généralement, on a soit tendance à être dans un aménagement très fonctionnel, sans forcément prendre en compte l'aspect esthétique des choses, en se disant, voilà, je préfère avoir quelque chose qui soit bien adapté pour la personne âgée, maintenant qu'il soit marron, que le fauteuil soit marron, noir, jaune, peu importe, du moment qu'en tout cas, ça soit adapté pour la personne. Ou à l'inverse, on va être que sur l'esthétisme et on va oublier l'aspect fonctionnel en fait du mobilier qui entraînera en fait des difficultés dans son utilisation au quotidien. Donc l'importance, comme disait M. Chavanel, c'est vraiment d'être dans cet équilibre entre fonctionnalité et esthétisme, puisqu'on voit aussi que la prise en considération justement de la partie esthétique a un vrai impact aussi sur le bien-être des usagers. Donc il y a 3 notions qui ressortent à chaque fois: bien-être, qualité de vie, qualité de travail. Bientraitance architecturale, on est aussi beaucoup sur la réflexion des espaces avec une volonté d'être avec des espaces à taille humaine, des espaces aussi évolutifs, c'est-à-dire qu'on va essayer de proposer des aménagements qui vont permettre à la personne de continuer à investir cet espace, quel que soit son niveau d'autonomie. C'est aussi travailler sur la mobilité, donc faciliter aussi les déplacements et permettre à la personne de se mobiliser de manière autonome. C'est aussi réfléchir à qu'est-ce que peut apporter l'espace en termes de détente, de bien-être, notamment pour les personnes qui ont des troubles du comportement, qui sont très anxieuses. Voilà, comment on peut, par les aménagements, permettre à ces personnes-là d'être plutôt dans un état de bien-être et de sérénité, et aussi des espaces qui facilitent les interactions pour justement maintenir le lien social. Ce que l'on peut dire, c'est que nous avons, nous, été sollicités, finalement, par rapport à ce que vous décriviez tout à l'heure, Madame Carillon, à savoir, finalement, comment on peut recréer des repères qui, malheureusement, disparaissent dans cette phase de vie, pour les personnes en grand âge. Et finalement, ça passe par tout un tas d'éléments, à la fois de personnalisation, de repères un peu classiques, ne serait-ce que dans le style ou l'esthétisme au sens large, et bien évidemment en gardant les adaptations nécessaires aux contraintes morphologiques, ou en tout cas d'évolution morphologique de chacun. C'est ça. Alors, du coup, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir intégrer la notion de sensorialité. Sensorialité, c'est justement travailler sur l'éveil des sens qui participe aussi au bien-être de la personne. Donc, c'est travailler sur du visuel, donc sur les couleurs, les lumières, la signalétique, la délimitation des espaces également. On peut intégrer aussi la stimulation auditive en mettant des ambiances sonores qui font partie aussi de l'aménagement, de l'investissement des espaces. On peut aussi donc intégrer des éléments qui permettent une stimulation olfactive, parce qu'on sait qu'aussi les odeurs en fait participent au bien-être de la personne, et également aussi tactile en travaillant sur les jeux de matière. Ce qui est aussi important quand on intègre cette notion de sensorialité, c'est de travailler sur l'harmonisation des espaces. C'est-à-dire que, comme disait Bertrand Chavanel, c'est que dans un EHPAD, comme je vous disais, il y a à la fois les espaces individuels où on va essayer d'accompagner la personne à ce qu'elle se sente comme chez elle. Et en même temps, on doit proposer des espaces collectifs où on va plutôt être sur un objectif de bien-être collectif. Mais l'idée, c'est d'avoir en fait une trame, c'est d'avoir un fil conducteur en fait dans ces aménagements pour pouvoir avoir une cohérence en fait dans les espaces, aussi bien entre les espaces individuels et les espaces collectifs, mais aussi les espaces intérieurs et les espaces extérieurs, donc tout ce qui est jardin, etc., pour qu'il y ait vraiment, qu'il y ait une harmonisation des espaces et que l'EHPAD fasse un tout. Aussi bien en intégrant l'individuel, le collectif, l'intérieur, l'extérieur. Et donc, je terminerai par cette slide qui, pour moi, illustre un petit peu tout ce que je vous ai dit, qui synthétise tout. Donc, si on parle d'une bientraitance architecturale, c'est d'intégrer, en fait, dans nos démarches de réflexion que l'EHPAD est un lieu de vie, un lieu de soins, un lieu de travail, un lieu de rencontre, mais que toutes ces fonctionnalités peuvent s'articuler dans la démarche et que à la fois on peut travailler donc sur les espaces partagés où on va
permettre à la personne de s'en sentir bien avec les autres, et aussi sur l'espace personnel, où on va permettre aux résidents de se sentir bien chez soi en essayant d'aménager au mieux son espace intime et pour que la personne puisse se sentir comme chez elle, à son domicile. Voilà. Eh bien, merci de cet éclairage très, très intéressant. Est-ce que, Nicolas Rénal, vous avez peut-être quelque chose à ajouter, à commenter de manière plus particulière? Non, pas dans l'immédiat. Je pense qu'on va pouvoir tranquillement écouter ce que Laurence a à nous dire et puis on pourra reprendre sur des éléments. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'on a déjà commencé à pointer l'articulation essentielle entre la qualité de vie au travail et la bientraitance. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Entendu. Très bien. Bien, donc Laurence, j'espère que vous êtes toujours avec nous puisqu'il y avait quelques soucis techniques. C'est à vous. Merci. Alors, normalement, vous me voyez, mais vous allez m'entendre par l'intermédiaire d'un téléphone. J'espère que ce ne sera pas trop pénible à écouter. Ça marche très bien. Ça marche, ok. Alors, je vais continuer dans la même lignée où, voilà, on a fait une vision macro qu'a proposée Barbara et je vais faire une vision un peu plus pratico-pratique, on va dire, dans la présentation ergothérapie que je vais faire. Et la première des choses, comme disait Barbara, c'est que en fait, le mobilier doit répondre à un projet d'aménagement et le contraire n'est pas vrai. Et donc, chaque projet d'aménagement en fait est différent puisqu'il va dépendre de l'implantation géographique de l'établissement. Est-ce qu'il y a des étages, un ascenseur, un jardin? Est-ce que ce sont par maisonnée que sont installés les bâtiments? Est-ce que l'équipe a des formations qui sont différentes? Lesquelles? Et donc, quel est le projet que l'établissement aura écrit avec et pour les résidents? Alors, comme exemple, j'ai pris l'exemple du salon de coiffure. Si l'établissement choisit d'avoir son salon de coiffure en son sein, en fait, quelle va être la fréquentation de ce salon? Est-ce qu'il est fait pour les résidents? Est-ce qu'il est fait pour que des gens extérieurs y viennent? Est-ce que le salon va être fait pour des gens qui sont plutôt en train de marcher ou des gens qui sont en fauteuil? Ou bien est-ce qu'on veut garder ce qui était plus ressemblant à ce qu'ils aient connu, donc comme la photo de droite, ou est-ce qu'on va partir sur quelque chose de plus pratico-pratique? Ah, 2 secondes. Petit problème de son. Je vous demande 2 secondes. Oui, on a une petite coupure, excuse-nous. Qu'est-ce qu'il y a? On a une petite coupure, on t'entend. Vas-y, on te laisse poursuivre. Voilà. Alors, j'en étais à la diapo suivante. Merci, Bertrand. On poursuit que le projet répond que le matériel répond au projet d'aménagement, par exemple. Si on prend la salle de restaurant, quel matériel on va pouvoir installer? Donc, qui va-t-on accueillir? Quel va être le nombre de résidents qui va manger à table? Est-ce qu'on va pouvoir s'asseoir à des places différentes selon les repas? Et en fait, selon la réponse, on va voir si on a besoin d'avoir des chaises autour des tables ou bien des fauteuils roulants autour des tables. Et puis, on fera bien attention aussi que, bien sûr, la salle à manger de gauche est bien plus agréable à regarder parce qu'elle a des jolies couleurs, elle est bien présentée. Mais en fait, s'il faut qu'on empile tous ces fauteuils, si on doit accueillir des résidents au fauteuil roulant, c'est pas très pratique. Alors du coup, on se rabattra sur la photo de droite, certes un peu moins élégante, mais plus fonctionnelle, selon l'établissement. La photo d'après, merci. Donc, on a poursuivi l'idée le mobilier répond au projet d'aménagement quand on est en chambre ou plutôt dans les parties privées. Le mobilier, en fait, il doit permettre aux résidents d'y passer une partie de leur journée ou bien pour d'autres toute leur journée. Les établissements décident de l'organisation des repas. Est-ce qu'ils prennent tous leurs repas en salle à manger ou bien en chambre? Ou est-ce qu'ils ont des temps de repos? Est-ce que c'est proposé en chambre ou dans des lieux communs? Ça va dépendre en fait du projet. Et puis ça dépend aussi du projet individualisé du résident. Qu'est-ce que lui souhaite aussi? Alors du coup, il va falloir qu'on réponde par le mobilier à ces questions-là. Et donc dans la chambre, on avait un peu plus l'habitude de voir des fauteuils confort comme la photo de gauche, qui semblait être un fauteuil confort
peut-être pour nous, pour un soignant, mais pas pour le résident. Et grâce à Covid ou à cause de Covid, je ne sais pas, les photos de droite disent que on pourrait aussi aménager les chambres avec de jolis fauteuils comme ça parce qu'on a besoin de faire la sieste confortablement. Et peut-être dans certains EHPAD, pas dans tous, ou dans certaines résidences, ça va dépendre. On peut avoir la même question avec les tables pour prendre le repas. Autrefois, quand on prenait peut-être les repas en salle à manger, on n'avait pas besoin d'avoir un coin dans la chambre. Covid nous a montré qu'en fait, il fallait aussi qu'on puisse s'adapter et avoir un aménagement, une table adaptée en fait à cette nouvelle réorganisation. Du coup, même chose pour la taille d'un plateau ou la taille d'une assiette pour qu'on puisse en fait les déplacer et les installer dans sa chambre. Diapo d'après. Quelques idées, c'est que le mobilier en fait répond au projet de chaque résident. Tous n'auront pas besoin des mêmes équipements et tous n'auront pas les mêmes équipements. Certains auront besoin d'une chaise pour poser leurs vêtements, certains d'autres auront besoin d'une table de nuit personnelle en plus de l'adaptable. Donc il faudra qu'on aménage en fonction des besoins et des souhaits. Lors du choix des mobiliers ou de l'équipement, on va essayer de prioriser d'abord le fait que ce soit un lieu de vie avant un lieu de soins. C'est une notion que l'on oublie un petit peu au départ quand on veut proposer un changement, mais cette question est toujours à ramener. On est chez eux et ils ne vivent pas dans notre lieu de travail. Si c'est un lieu de vie, ça veut dire que ce sera aussi un lieu de visite, parce qu'en fait, on reçoit des visites, alors soit dans son lieu privé, dans sa chambre, et donc dans ce cas-là, on doit pouvoir recevoir les gens, j'allais dire dignement, mais de façon agréable. Maintenant, si c'est dans les salons, eh bien, il faut que ce soit aussi des lieux qui doivent être conviviaux, avec des rencontres, des lieux pour des groupes, parce qu'on peut avoir plusieurs membres d'une famille ou d'amis, ou alors plus en intimité, parce qu'on a besoin de se retrouver en dehors de sa chambre avec une visite, mais sans que les autres résidents ou familles écoutent ce qui est à dire. La dernière notion, c'est que c'est aussi donc un lieu de travail pour les équipes, et donc le mobilier doit répondre en fait aux deux notions. Et donc, tant qu'à faire, autant qu'on allie aussi des équipements qui soient agréables en tant qu'outil de travail. Ça se remarque notamment dans le poids des tables que l'on doit déplacer, donc pour changer l'aménagement de la salle à manger ou bien pour faire l'entretien quotidien. On s'en aperçoit aussi dans l'empilement des chaises si on a besoin, comme disait Barbara, de moduler l'espace de vie, c'est-à-dire que là, la salle de restaurant, elle sert de restaurant, et cet après-midi, ce sera en fait la salle de cinéma et on va tout déplacer, ou ce sera pour l'activité gym, où on va tout déplacer. Donc l'empilement du mobilier doit aussi être facile à faire par les soignants. On peut aller aussi loin avec les chariots repas, les rendre aussi ergonomiques ou assez légers pour pouvoir les déplacer, que ce soit dans les couloirs, dans les chambres ou bien dans la salle de restaurant. Le plus compliqué, j'allais dire, et le plus arbitraire, ça va être de concilier ce qui va être fonctionnel et esthétique, parce que pour qui ça va l'être, pour ceux qui y vivent, pour ceux qui y travaillent ou bien pour les deux. Et donc, il faudra, le goût et les couleurs sera toujours quelque chose de différent. Comment on va faire ce choix-là? En tout cas, cette question, elle est toujours à poser. Et l'équipe, elle sera entre les soignants et le résident pour pouvoir prendre une décision. Le financeur aussi, en fait. Alors, pour qu'on puisse répondre à notre matériel, il faut qu'on sache qui sont nos résidents. Est-ce que les usagers, les résidents, ça va être donc les usagers du matériel. Est-ce qu'ils comprennent comment vont fonctionner les choses? Est-ce qu'ils vont avoir donc des troubles pratiques, c'est-à-dire ne plus savoir comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils vont avoir des troubles du comportement? Vont-ils déplacer les objets? Vont-ils les arracher? Vont-ils se promener avec? Vont-ils se les lancer? Ça va dépendre en fait de leur pathologie, enfin de leur évolution. Vont-ils avoir un trouble de la perception de l'objet? C'est-à-dire que pour nous, il est simple de voir qu'un téléphone, maintenant, c'est un téléphone comme ça. Autrefois, il était autrement. Donc, quand on va mettre un objet dans leur environnement, il faut qu'en fait, cet objet, il ait déjà en fait une fonction qui soit bien identifiée par les résidents, donc par les usagers.
Un tabouret, c'est fait pour s'asseoir. Un tabouret n'est pas fait pour bloquer une porte et un tabouret ne sert pas pour poser des fleurs. Voilà, les résidents ne comprendront pas le sens. Il faut aussi qu'on détermine la façon dont nos résidents vont se... Alors, quel lapsus, la façon dont les résidents, acteurs de l'établissement, vont se déplacer. Ça va avoir une incidence sur le choix et sur le nombre d'assises qui va être proposé aux résidents dans l'établissement. Est-ce qu'ils sont installés sur une chaise, sur un fauteuil roulant? Est-ce qu'ils vont vouloir garder leur déambulateur bien à côté d'eux quand ils vont manger? En fait, en salle à manger, il va falloir les garer. Est-ce que ces aides à la marche vont être restées en chambre pendant leur temps de repos? Ou bien ces aides à la marche vont être dans le couloir ou dans un autre endroit, ce qui va changer aussi les circulations? Est-ce qu'ils vont se déplacer en fait accompagnés par un soignant ou par quelqu'un d'autre? Est-ce que du coup les circulations doivent être libres ou doivent être un petit peu plus larges? C'est ça, c'est eux qui vont nous orienter dans l'aménagement de l'établissement. Merci Bertrand. Autre notion qui est importante, c'est quelles sont les morphologies de nos résidents. Alors là, j'ai mis des caricatures, bien sûr, mais c'est ce qui va influencer le choix du mobilier. Est-ce qu'on aura des résidents avec de fortes corpulences ou moindres? Est-ce qu'on aura des petits? Est-ce qu'on aura des grands? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura en fait toute morphologie. Et donc, il faudra que le matériel puisse répondre à tous nos résidents. Donc, il va falloir qu'il soit bien diversifié. N'ayons pas crainte, chacun des résidents saura où aller s'asseoir en fonction de sa morphologie, un peu comme boucle d'or. Où est ma chaise? Où est mon lit? Voilà, en fonction de sa morphologie, on est capable de retrouver le mobilier dans lequel on est bien installé. Mais il faut pouvoir leur proposer. Pour les équipes, le fait d'avoir des matériels qui vont être, des équipements qui vont être variés, différents, ça permettra en fait de répondre à bien plus de situations. On pourrait prendre comme exemple d'avoir des chaises de douche qui soient de taille, de fonction, pas de fonction, mais de présentation variée pour pouvoir s'adapter à plein de résidents. Même chose pour des fauteuils roulants, des fauteuils confort pour tous. Le matériel qui va être mis à la disposition des résidents, ça doit être une aide à l'indépendance. Il faut que le matériel puisse en fait leur permettre de continuer à être indépendants et donc autonomes. Avec une chaise avec accoudoir, eh bien, on a une assise qui est sécurisée. Pas trop besoin de viser quand on va s'asseoir, les accoudoirs vont nous guider. Les accoudoirs vont aussi nous permettre de nous relever facilement et seuls. Donc le matériel est une aide à l'indépendance. Dans le cas des barrières, par exemple, on sait qu'elles peuvent sécuriser les changements de position quand un résident est alité, mais on sait aussi que ça peut être une entrave à des déplacements qui peuvent être nocturnes. Pourrait-on penser à des demi-barrières supplémentaires pour pouvoir les aider en fait à se mouvoir et à sortir et à rester autonomes? Dans un autre contexte, on pourrait parler directement dans du mobilier, enfin on est dans l'immobilier puisqu'on est sur des lavabos. Généralement, dans les chambres, il est proposé un petit lavabo avec un robinet, avec un bec relativement bas, ce qui ne permet pas au résident de pouvoir remplir sa petite bouteille d'eau, ce qui ne lui permet pas non plus de mettre de l'eau dans ses vases, dans son vase à fleurs, ou bien de faire l'entretien de son petit linge. Voilà, ça fait partie des habitudes des résidents, surtout de cette génération aussi. Et donc, il faut leur donner le matériel nécessaire pour qu'ils puissent continuer à avoir ces activités qui leur étaient quotidiennes. Voilà, les habitudes de vie de chacun, même les plus intimes, il faut qu'on puisse les écouter et on peut y répondre par du matériel. Du coup, il faut qu'on y pense en fait au départ pour que ce soit plus facile à utiliser. Merci Bertrand, pardon. On va plus parler des systèmes, des styles d'assises. En général, on met des assises dans des chambres, bien dans les pièces, dans les salons, dans les pièces de vie commune. Est-ce que ces installations doivent être des assises individuelles ou bien est-ce qu'en fait, elles pourraient être collectives? Est-ce qu'on peut permettre à des résidents d'être assis à 2 ou à 3 sur une même banquette?
Est-ce que c'est le matériel qui va être choisi va être un matériel qui va être plutôt moderne ou plutôt rétro, plutôt comme on avait à la maison? Qu'est-ce qu'on va rechercher dans le choix de ce matériel? Quand on va faire cet investissement, à qui va-t-on penser? Aux résidents qui arrivent maintenant ou aux futurs qui vont arriver? Donc, pour qui va être ce matériel? Si on continue dans le choix du matériel, on va faire attention un petit peu plus sur ces assises. On va préférer par exemple des fauteuils avec des coussins qui vont être intégrés, ce qui permettra d'éviter à certains résidents d'enlever ces coussins, de se promener avec et de rendre une assise qui soit en fait non fonctionnelle et sur laquelle on ne pourra plus aller. Par exemple, j'ai vu dans un établissement un fauteuil comme ça où le coussin avait été enlevé et comme en dessous c'était des lattes, eh bien les résidents ont cru que c'était en fait des latrines et donc ils venaient y faire leurs besoins. Donc voilà, ils avaient bien compris à quoi servait cette installation, mais elle était déroutée du départ. Donc n'enlevons pas les coussins, gardons quelque chose qui soit intégré à l'assise. Les hauteurs de sol-siège, c'est-à-dire les hauteurs d'assises ou les profondeurs d'assises seront aussi à varier pour pouvoir répondre au maximum d'utilisateurs. Les gens sont grands, ont des grandes jambes, ont des petites jambes, ont un bassin assez large, ont un bassin étroit, et ça, c'est ce qu'on regardera. Si on prend un siège qui soit haut sur pied, comme la photo de gauche, elle permettra d'avoir un entretien facilité, par exemple, par l'équipe de ménage ou par les soignants qui doivent faire cet entretien. Et si on choisit un fauteuil qui est plus bas sur pied, comme le fauteuil bleu, eh bien, il va falloir se baisser pour aller faire le ménage en dessous, ce qui est un peu plus compliqué. Pensons-y. Si on prend un fauteuil électrique, bien, ça veut dire qu'il faudra qu'on ait installé suffisamment de prises électriques dans notre salon. Et il faudra que ce soit relativement varié, sinon on pourrait se retrouver avec que des fauteuils électriques le long des murs et avec une installation totalement affreuse, d'avoir que des gens qui sont en demi-rond collés au mur, ce qui est relativement moche. Ces fauteuils électriques ont aussi un autre désavantage, j'allais dire, c'est qu'en fait, ils sont lourds à manipuler. Donc, pensons à trouver déjà un système avec soit la barre de levier, qui pour certains fauteuils existe et qu'il vaut mieux acheter dès le départ pour en fait faciliter leur déplacement, ou bien choisissons-les avec des roulettes pour qu'ils puissent aussi être déplacés, notamment en gardant l'idée de Barbara de modularité de l'espace. C'est bon. Alors, dans cette autre diapositive, c'était en fait de se dire, mais notre fauteuil, à la fois doit être beau, le revêtement, il doit être beau, mais il doit être aussi lavable. On sait très bien que le renversement d'un verre de grenadine bien sucré va bien altérer notre tissu. Donc, à nettoyer plus compliqué, un fauteuil qui est taché est déjà moins accueillant si on veut aller s'y installer, moins accueillant pour les visites. Un fauteuil en cuir est peut-être très joli, il nécessite aussi un entretien. Voilà, comment on peut le faire? Donc, il faut trouver un compromis entre le beau et le lavable. Le beau, au départ, peut coûter cher. Le lavable, plutôt, peut coûter cher au départ, mais on est sûr qu'il va durer longtemps. Et puis après, le beau, le tissu, peut-être qu'il sera moins cher au départ, mais s'il faut passer beaucoup de temps à nettoyer ou le changer, on ne gagne pas. C'est ce qu'expliquait Barbara au départ. Et enfin, le matériel qu'on va mettre, en fait, on aura à chaque fois cette idée de pour quel usage on va le mettre. Voilà. Si on a choisi notre fauteuil, comment l'équipe de ménage va pouvoir s'en saisir? Si c'est un matériel qui va nécessiter, si c'est un résident qui nécessitera une aide au transfert, il vaudra mieux qu'on ait prévu un matériel qui soit libéré en dessous, qu'on puisse y passer les pattes de notre verticalisateur ou lève-personne. Si c'est un résident qui se retrouve dans une pièce, que ce soit privée ou collective, mais qui décide d'être sur son fauteuil confort, eh bien, proposons-lui en fait d'avoir une petite tablette ou un meuble ou un guéridon, mais il faut y penser pour qu'il puisse y poser ses lunettes, son livre, son goûter. Si c'est quelqu'un qui vient lui donner à manger aussi, il faut que cet aidant puisse avoir la possibilité de poser son plateau, d'être bien installé pour pouvoir l'aider. Donc, on va rajouter du matériel selon l'usage. Et puis, enfin, notre matériel, il va
matériel, oui, notre mobilier va aussi dépendre de l'usage qu'on en fera, qui sera plutôt social, celui de discuter, celui d'être avec les autres, que ce soit les résidents ou que ce soit la famille. Donc, ayons un matériel qui soit adapté en fait à chacun des usages. Voilà, je crois que j'ai fait une très belle transition avec la partie de Nicolas. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Bravo. À distance, c'est très bien. Oui, je vais juste me permettre effectivement de rajouter quelques éléments à la suite de Barbara et de Laurence, parce que je pense que chacun a pu voir en filigrane que d'une façon générale, la question des aménagements va nécessairement avoir un impact sur le travail des agents qui y exercent. Tout simplement parce que, comme vous avez pu le voir, l'aménagement d'espace tel qu'il est pensé, il y a la déambulation des personnes qui y sont accueillies, mais il y a aussi les déplacements du personnel, la présentation qu'a fait Laurence a pu montrer, par exemple, avec la question de la hauteur des chaises, que, eh bien, il y a une notion très importante qui est liée à l'activité des professionnels, que ce soit des professionnels de soins, d'entretien, de rééducation. Donc, il est clair aujourd'hui que l'ensemble des éléments qu'on a vus, qui ont été présentés par nos deux collègues, clairement sont centrés sur le bien-être de la personne qui est accueillie au sein de l'établissement. Mais c'est aussi un facteur très important par rapport à la qualité de vie au travail, puisque vous savez évidemment que cette notion-là est de plus en plus importante, elle est de plus en plus revendiquée, elle est aussi un facteur de recrutement, mais aussi de fidélisation des salariés, quel que soit leur corps de métier. Donc, il y a un point particulier, bien évidemment, on essaye, vous l'avez compris, de vous encourager à intégrer les professionnels et plus spécifiquement les psychomotriciens et les ergothérapeutes dans les questions d'aménagement, que ce soit mobilier ou immobilier, tout simplement parce que, en fait, ces questions d'aménagement vont être pensées par ces professionnels-là, non pas simplement, même si c'est prioritaire, en matière de bien-être, de bien-traitance, pour les personnes qui sont accueillies, que ce soit véritablement des lieux de vie, comme ça a été expliqué, mais aussi parce que ça peut être vu en matière de facteurs, de leviers par rapport à la prévention des troubles musculo-squelettiques, mais aussi des risques psychosociaux et de la gestion des charges de travail. Donc, ça, c'est un point qui est absolument essentiel, qu'on voit bien en filigrane dans les présentations de Barbara et Laurence. Et je me permets de rappeler qu'en matière de santé au travail, les psychomotriciens, comme les ergothérapeutes, aujourd'hui, font partie des professionnels qui sont identifiés comme étant en capacité d'intervenir sur ces questions-là. Ils ont été intégrés notamment avec les droits d'intégrer, excusez-moi, des équipes de santé au travail auprès des médecins du travail et infirmiers du travail. Donc, il y a des compétences, on va dire, qui sont hybrides chez les psychomotriciens et chez les ergothérapeutes pour pouvoir mettre en évidence le fait que le travail que l'on pousse auprès des résidents a aussi des impacts non négligeables auprès des professionnels avec qui nous travaillons en équipe. Et donc, évidemment, lorsqu'un professionnel se sent beaucoup plus investi, beaucoup plus considéré dans la prise en considération de sa charge de travail, des contraintes qui sont les siennes, et que les aménagements, bien sûr, viennent répondre aux besoins essentiels des personnes qui sont accueillies, mais prennent en considération leur propre qualité de vie, le fait de pouvoir, on parlait du poids du mobilier, on parlait de la capacité de les déplacer, il y a des éléments comme ça à penser. On peut prendre, par exemple, il y a des choses à penser au terme de mobilier qui soit sur roulette. C'est-à-dire qu'il faut que ça puisse bouger un petit peu pour permettre d'éviter que le professionnel ait à pousser ou à soulever, mais il ne faut pas que ça roule de trop, sinon ça commence à constituer un risque pour la personne âgée. Donc, il est clair aujourd'hui que la façon dont sont pensés ces aménagements sont clairement un marqueur qui va permettre de développer la qualité de vie au travail et un professionnel qui a un travail qui est valorisant, où il se sent bien et considéré dans l'aménagement global, c'est aussi un professionnel qui va être beaucoup plus enclin à développer une qualité de bien-traitance auprès des personnes dont il s'occupe. Donc, très clairement, la raison pour laquelle on intervient, on est très heureux de le faire et on remercie encore Manutan de nous avoir invités, c'est de dire que les questions d'aménagement, par définition, ça doit être toujours en collaboration avec les professionnels qui, quand même, malgré tout, vivent eux aussi sur ce lieu de travail. Parce que c'est un lieu de vie, c'est un lieu de vie aussi pour les professionnels, parce qu'on y passe un temps
considérable, on y dépense une énergie considérable, et d'avoir une implication comme ça dès l'origine, dès le projet, dès la conception, est absolument essentiel. Et puis comme on a essayé, et comme Laurence, je pense, et Barbara nous voulons très clairement exposer, le fait de pouvoir intégrer dès les parties de conception des psychomotriciens et des ergothérapeutes dans la façon de structurer le projet et de prendre en considération à la fois cette double attention que l'on doit avoir au bien-être, à la bonne adaptation de l'environnement aux résidents, mais aussi à la question des exigences sur le travail des professionnels qui vont les accompagner, ça nous semble absolument essentiel. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Je ne sais pas si Nicolas Biard veut rajouter quelques petites choses avant de passer aux questions. Non, il n'y a pas grand-chose à rajouter, parce que je crois que les interventions ont été tout à fait remarquables, donc voilà, rien à rajouter, à part appuyer sur le fait qu'effectivement, je voyais dans la discussion la notion de cahier des charges qui est bien entendu importante au moment que ce soit de la conception de la conception mobilière, de l'aménagement d'une structure existante ou dans le choix du matériel, que ce soit le mobilier ou bien les aides techniques. Voilà, c'est absolument essentiel et je crois que ça a été dit tout au long de cette heure, que de pouvoir associer les professionnels de santé, tout comme voilà, professionnels de santé au sens large, hein, les soignants, mais également les rééducateurs, tout comme les usagers et puis le personnel administratif et de direction. Enfin voilà, il est important de pouvoir travailler tous ensemble pour vraiment prendre en considération tout ce qui vient d'être évoqué tout à l'heure. Merci beaucoup. Et effectivement, si je peux me permettre d'appuyer, je crois qu'il y a une tendance actuelle assez large, hein, bien au-delà d'ailleurs du monde du grand âge, à parler de co-construction. Finalement, le sujet que l'on porte tous ensemble ce soir pousse à ça, pousse à cette capacité à travailler de manière peut-être plus élargie, ce qui nécessite un temps projet sans doute un petit peu différent dans la façon de concevoir les solutions. Est-ce que, Audrey, tu peux nous dire les questions, les interventions, les réactions, de façon à ce qu'on puisse répondre? Il nous reste peu de temps malgré tout, mais voilà, on aimerait avoir quelques retours. On a une question de Hélène Kézak, donc qui vous demande avez-vous des pistes de mobilier ou autres objets facilitant la cohabitation pour l'aménagement d'un espace qui va devenir commun entre les résidents très dépendants et les résidents complètement autonomes? Tu peux répondre à ça. C'est plus pour donc un futur PASA avec cuisine. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mobilier adapté et accueillant. Laurence, est-ce que vous avez une idée, ou Barbara? Il ne va pas exister une liste de matériel en fait qu'on va pouvoir proposer. C'est vraiment qu'est-ce qu'on décide de faire dans ce PASA et de quoi on a besoin. Alors, j'ai l'impression, je sais bien que certainement Hélène a dû écrire ça et penser ça, mais après, dans la recherche de mobilier, eh bien, il faut passer par les différents fournisseurs qui sont en lien avec l'établissement dans lequel vous êtes, parce qu'on ne peut pas acheter n'importe où selon les établissements, et dedans, il faut rechercher voilà, quel est le matériel qui va répondre au mieux au projet que vous avez souhaité dans votre futur PASA. Il n'y a que comme ça que vous allez le faire. Ce que je peux peut-être apporter comme réponse au nom de Manutan Collectivité, c'est qu'on préconise, nous, souvent, comment dire, un regard segmenté. Ça veut dire qu'effectivement, si on considère d'un côté les niveaux d'autonomie et puis la notion d'espace, il faut s'assurer finalement que les grandes catégories de situations soient bien couvertes par rapport aux équipements et aux agencements dont on dispose. Ça suppose quelquefois de revoir des espaces qui sont par certains aspects un petit peu trop généralistes et qui finalement conviennent globalement à une vision effectivement peut-être pérenne dans le temps, peut-être adaptée à beaucoup, mais pas forcément très très pointue et très très pertinente dans les cas précis que vous citez. Cela étant, il est difficile de donner une réponse sans être dans le cas précis, donc on tâchera de revenir vers vous pour vous aider à avancer. Est-ce qu'Audrey, il y a d'autres points de vue, d'autres questions qui s'expriment? Je ne vois pas d'autres questions.
Y a-t-il dans les participants des directions d'établissement? Si oui, qu'en pense-t-il en termes d'implication de nous, paramédicaux? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? J'ai mal entendu, en tout cas Y personnellement. a-t-il dans les participants des directions d'établissement et si oui, qu'en pense-t-il en termes d'implication de nous, paramédicaux? D'accord. Alors là, ça va être difficile de donner la parole à tout le monde Ouais. puisqu'on n'a pas fait ce choix-là dans le système d'intervention. On a vu, si je puis me permettre, il y a une personne qui s'appelle Céline Perroy qui est intervenue dans le chat et qui a mentionné effectivement qu'il y avait une logique, selon elle, dans cette notion de complémentarité et que effectivement intégrer les professionnels lui semblait logique. Donc, il faut considérer en tout cas que c'est un signe tout à fait positif et qu'on ne peut qu'espérer que ce soit représentatif de l'ensemble des organismes gestionnels. Alors, je peux ajouter éventuellement quelque chose, c'est que toutes les démarches que l'on évoque méritent aussi des phases, entre guillemets, test. C'est-à-dire il peut être intéressant de développer des situations, des zones qui soient véritablement amenées à prouver leur efficacité ou leur modalité en termes de vie. Et là, c'est important, là aussi dans la logique d'investissement et d'équipement ou d'agencement même, de se laisser la possibilité de faire soit des retours arrière, soit de progresser, d'aller un tout petit peu plus loin. En fait, la difficulté que l'on observe souvent parmi les établissements qui nous font confiance, c'est de trouver une réponse immédiate et quasi définitive à des problématiques. Et là encore, c'est souvent le point de vue médian qui tend à s'imposer, alors que finalement, le médian, il est grosso modo pas forcément très pertinent pour grand monde, mais il tranquillise d'une certaine façon. Donc oui, si on peut se donner une ligne de conduite, peut-être ne pas hésiter à tenter des choses et à les laisser vivre pour voir comment tout ça évolue. Audrey, d'autres choses? Non, Céline Parroy ajoute qu'elle envisage de s'appuyer sur un simulateur de vieillesse pour accentuer le ressenti des besoins. Donc, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'utilisation de ces simulateurs? Est-ce que vous les utilisez dans votre quotidien ou pas? Ou c'est pas utilisé spécialement en EHPAD? Alors, c'est utilisé dans des formations, justement, des formations pour, sensibiliser un peu les professionnels sur, justement, tout ce que la personne âgée, peut ressentir, voilà, au niveau de la mobilité, au niveau sensoriel. Donc c'est généralement intégré dans des temps de formation pour les professionnels. Et il y a pas mal de formations, voilà, qui ont été réalisées en EHPAD, justement, sur ce sujet-là. Merci Barbara. Bien, écoutez, on a un petit peu dépassé le temps prévu, mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup de choses à aborder. Je voudrais tout simplement remercier vivement alors, Laurence tout spécialement pour les conditions techniques dans lesquelles elle est intervenue. Merci Barbara encore une fois pour la pertinence et le regard innovant et le recul que vous avez pu apporter. Et puis bien évidemment Nicolas Rénal, Nicolas Biard, merci encore une fois à la fois dans le regard expert que vous portez et puis dans tous les éléments d'enrichissement que vous avez su amener dans la réflexion préalable à ce webinaire. On espère que cette intervention vous permettra d'y voir un tout petit peu plus clair ou plus loin, en tout cas, dans vos projets. Je précise à toute fin utile qu'il y a des choses que vous pouvez retrouver au-delà du replay, comme je l'ai dit en début d'intervention, qui sera disponible sur la chaîne YouTube de Manutan Collectivité, mais vous allez retrouver des choses également sur le site Manutan Collectivité, avec une page d'accueil spécifique au grand âge, et sur lequel vous retrouverez un petit peu toutes ces thématiques qui ont été abordées. Et puis, n'hésitez pas, j'ai mis mes coordonnées à titre personnel, mais je transmettrai tout naturellement à nos 4 intervenants, de façon à ce qu'on puisse revenir vers vous, tout type de démarche confondue, par rapport à vos besoins, à vos questionnements. Écoutez, merci à toutes et à tous, encore une fois, de ce temps d'échange. Nous tâcherons de prolonger au travers de nouveaux webinaires dans les prochaines semaines sur d'autres thématiques. Donc, n'hésitez pas à suivre Manutan Collectivité et ses différents partenaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.